À la une de cette édition de l'actualité, la clôture du deuxième congrès des sages-femmes et maïeuticiens d'État d'Afrique francophone, les principales recommandations de la rencontre de Ouagadougou à suivre dans ce journal. Un jeune ambitieux qui fait des prouesses dans le domaine de la menuiserie métallique a découvert dans ce journal. Les outils agricoles qu'il fabrique sont utiles aux producteurs. Formés sur le tas, il s'auto-emploie et forme de nombreux jeunes. Son portrait dans quelques instants. Dimanche électoral au Mali. Pour ce premier tour de l'élection présidentielle malienne, 8 millions d'électeurs sont aux urnes pour élire leur nouveau président. L'enjeu de ce scrutin est de taille. Les Maliens résidant au Burkina Faso votent depuis ce matin. Le constat à Ouagadougou dans ce journal. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Et puis ce communiqué pour ouvrir ce journal. Communiqué de presse donc, Lomé, la capitale togolaise, accueille un sommet conjoint des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. En plus de ce sommet conjoint, se tiendront par ailleurs des sommets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la CEDEAO. Premier du genre, les thématiques du sommet conjoint CEDEAO-CEAC qui se tiendra lundi dans la matinée porteront sur la paix, la sécurité, la radicalisation et l'extrémisme violent. Il est prévu l'adoption d'une déclaration de Lomé des chefs des États membres de la CEDEAO et de la CEAC sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Dans l'après-midi, donc du 30 juillet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UEMOA se réuniront également en session ordinaire. Ils examineront, entre autres, le rapport sur l'état de l'Union, la note sur l'état de convergence des États membres, ainsi que l'état de la mise en œuvre des chantiers de haut niveau. Le 31 juillet, les chefs d'État et de gouvernement membres de la CEDEAO se réuniront en séance ordinaire pour examiner la situation dans la sous-région ouest africaine. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prendra part aux côtés de ses pairs à ces importants rendez-vous. En marge de ces sommets, il aura dès ce dimanche après-midi des entretiens avec la communauté burkinabé vivant au Togo. Cela dit, les sages-femmes et maïeuticiens d'Afrique francophone réunis à Ouagadougou pour le deuxième congrès de leur fédération. Au cœur de la rencontre, la question de la mobilisation sociale en faveur de la santé de la reproduction. Le congrès qui s'achève sur un satisfait général a accouché de recommandations et d'engagements. Plus de précisions avec Salifou Belem et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Le deuxième congrès de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone, qui a réuni plus de 1000 participants à Ouagadougou, s'est achevé sur une note de satisfaction. Au bilan, plusieurs recommandations à l'endroit des gouvernants des 17 pays membres, mais aussi des engagements. Nous, sages-femmes, réunis à l'occasion du deuxième congrès de la FASFAF, nous engageons à jouer pleinement notre rôle dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et recommandons au gouvernement le renforcement des compétences des sages-femmes en matière de mobilisation sociale à travers l'insertion dans les curricula de formation des modules y afférents. Elle recommande entre autres l'engagement des pays membres dans les meilleurs délais du processus d'accréditation des établissements de formation sanitaire et l'institutionnalisation du système du mentorat dans les États membres. À ce congrès, il a été aussi question du renouvellement du bureau de la Fédération. Et c'est la présidente de l'Association des sages-femmes du Togo qui porte désormais le flambeau. Je voudrais juste dire que ce mandat sera celui de tous les défis. Le succès ne s'offre pas sur un plateau. Il faut l'arracher. Soyons le changement que nous voulons voir advenir. Bon courage à nous, soyons unis, portons haut le flambeau de la femme
tout en ayant à cœur de nous battre pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. À l'occasion, des sages-femmes et magnéticiens et deux structures œuvrant dans le domaine de la santé et de la reproduction ont été distinguées. La prochaine rencontre de la Fédération des associations des sages-femmes d'Afrique francophone est prévue se tenir à Niamey, au Niger. À Bobo Dioulasso, un jeune artisan retient l'attention. C'est auprès de son père que Odou Sangaré apprend le métier de menuiserie métallique et désormais ce pur produit de l'auto-formation qui s'auto-emploie donne la chance à d'autres jeunes qui désirent apprendre ce métier. Dans son atelier, il fabrique des outils agricoles, notamment des égreneuses, très utiles aux producteurs. Nous faisons connaissance avec l'artisan dans ce reportage de Drissa Traoré et Moumouni Barou. Odou Sangaré, un jeune innovateur burkinabé dans le domaine de la fabrication d'outils agricoles, compte défier les industriels dans le domaine. Il vient de mettre au point une égreneuse avec une capacité d'égrenage de 3 tonnes à l'heure. Dans cet atelier, l'homme a débuté avec son père. Aujourd'hui, M. Sangaré évolue seul et fait des merveilles sans avoir passé un seul jour sur le banc d'une école professionnelle. Voilà, tout ce que tu vois comme ça là, ça fabriqué ici. Une seule pièce, on n'a pas allé ailleurs pour fabriquer. Parce que nous avons tous les matériels pour faire ces genre de trucs comme ça. Même les écoutes, tout. Voilà. Ça là, ça marche avec tracteur et puis moteur diesel. Voilà, bon, c'est une égreneuse qui peut faire par exemple 3 tonnes par heure. Comme nous sommes des artisans à Bobo ici, nous aussi on fait ce genre de trucs comme ça, égreneuses là. Présentement, on a essayé, ça donne bon résultat. Une trouvaille qui va certainement réduire la pénibilité du travail des producteurs, c'est l'objectif que l'innovateur s'est fixé. Au jour d'aujourd'hui, là, si tu cultives beaucoup, et puis tu n'as pas de matériel de travail, ça te fatigue. Comme ça, quelqu'un a cultivé 5 hectares de maïs comme ça. Pour égrener ça, c'est pas facile. Pour détasser les feuilles là aussi, ça aussi c'est des problèmes. Donc nous on fabrique les égreneuses qui permettent à faciliter le travail. Donc un jour seulement, même si tu as fait 20 tonnes, tu peux égrener ça un jour. De nos jours, l'entreprise a grandi. Odou évolue dans son travail avec l'aide d'apprentis. Une dizaine d'entre eux sont à l'œuvre. Question de se former ou travailler sur place avec le patron. Suivre des cours à l'université et suivre des cours, je ne dirais pas des cours, mais apprendre des trucs ici, je dirais que c'est 2 trucs qui sont vraiment bénéfiques pour la conscience d'un individu. Puisque ça te pousse du moins à connaître beaucoup de choses dans la vie, dans le plan professionnel et également technique. Parmi les apprenants, d'autres se sont installés à leur propre compte. Une source de fierté pour Odou. Vraiment, je suis fier de moi à propos de ça, parce que chaque jour, il y a des appels seulement. Patron, bonjour, c'est une salutation, on ne peut pas te saluer, tu vois, non. Donc chaque fois, s'il me voit comme ça, c'est de plaisir, quoi. Voilà. Donc moi aussi, je vois que j'ai fait grand chose, parce qu'il arrive à nourrir ses familles. Et aussi, ils ont pris des apprentis pour apprendre. Donc, je vois que ça me fait plaisir. Seul souci pour ce patron d'atelier, son lieu de travail est devenu exigu. Un autre terrain plus vaste est acquis. Le défi reste à en faire un centre de formation professionnelle afin de participer au développement d'IFASO. Nous restons à Bobo Dioulasso pour le bilan des examens scolaires des enfants vivant avec un handicap. Les 2 écoles qui accueillent ces enfants affichent un taux de réussite satisfaisant au CEP et moins satisfaisant au BEPC et au baccalauréat. Il y a encore des efforts à fournir de part et d'autre donc pour de meilleurs résultats aux prochains examens. Le point fait pour nous par Mané Kanhien et Kadou Romenki. Une
Une année scolaire s'en va, une autre s'annonce. Mais en attendant la rentrée prochaine des classes, les écoles pour élèves vivant avec un handicap font le point des différents examens scolaires. Au niveau primaire, nous avons eu un résultat de 80%. C'est-à-dire au niveau de l'école ici, on a présenté 5 candidats et il y a eu 4 admis. Et au niveau de l'inclusion, on a eu 2, il y a eu 1 sur 2. Mais au niveau de la classe de 3e, malheureusement, nous avons présenté 10 candidats et on a fait 0%. Mais pour ce qui concerne le bac, on a présenté 4 candidats et on a reçu 1 sur 4, donc c'est-à-dire on a fait un résultat de 25%. Cette année, nous avons présenté 16 candidats au CEP. Et parmi les 16 candidats, il y a 10 qui sont admis au certificat d'études primaires. Pour les élèves, les épreuves du CEP session 2018 étaient abordables. Je suis content d'avoir obtenu mon CEP. Je trouve que les épreuves étaient faciles. C'est ma première fois de faire le CEP. Je suis très contente. Si les résultats sont satisfaisants au CEP, ce n'est pas le cas pour le BPC. 100% d'échecs tant à l'Institut des jeunes sourds du Faso qu'à l'Association des jeunes aveugles Abepam Bobo. C'était ma première fois. Malheureusement, je n'ai pas eu le BPC, mais je perds pas d'espoir l'année prochaine. C'était ma 4e fois de faire le BPC. Je n'ai pas eu parce que je trouve que le sujet était un peu difficile. En maths et puis PC. En fonction du type de handicap, les conditions d'études au collège diffèrent. Si pour les déficients visuels, le nécessaire est déjà là, les conditions ne sont pas pour faciliter les choses aux élèves déficients auditifs. Nous sommes un peu inquiets pour ces enfants qui iront au collège parce que, bien vrai que les professeurs sont formés en langue de signes, mais il y a toujours des difficultés. L'idéal, c'était mieux si on pouvait avoir un interprète pour accompagner ces enfants. L'équipe qui est ici est très bien formée et on a les matériels adaptés. On transcrit tous les devoirs. Si on arrive à transcrire les maths en braille, les PC en braille, je ne vois pas pourquoi un enfant handicapé visuel ou bien un élève handicapé visuel ne puisse pas s'adapter et bosser et puis faire ses exercices de maths alors que les épreuves sont adaptées. Depuis l'ouverture de l'école des jeunes aveugles en 2002, 3 de ces élèves ont intégré la fonction publique avec le baccalauréat en poche. Également sur mesure nouvelle, en 2014, 7 des membres de l'ABEPAM ont aussi intégré la fonction publique, notamment dans le domaine de l'enseignement. Pendant que quelques élèves de l'ABEPAM tirent leur épingle du jeu, le bilan est mitigé à l'Institut des jeunes sourds du Faso. La première promotion de l'Institut a enregistré 0 admis au BPC session 2018. Évidemment, la contribution des nouveaux enseignants est attendue pour améliorer ses résultats scolaires. La 19e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire de Waiguia est dans cette dynamique. Le thème de la sortie de cette promotion est assez évocateur. Un éducateur modèle pour une société épanouie. Suivant la cérémonie riche en conseils et en émotions avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. 19e promotion de l'École nationale des enseignants du primaire ENEP de Waiguia. Ce sont 550 sur 551 instituteurs adjoints certifiés IAC qui sont ici pour leur sortie officielle après 2 années de formation théorique et pratique. Le moment est solennel et ces futurs pédagogues expriment leur reconnaissance aux formateurs pour le taux de succès de 99,82%. Nous sommes fiers. On ne saurait comment remercier les formateurs, y compris tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont épaulés durant le long de notre séjour. La cérémonie de sortie est placée sous le thème « Un éducateur modèle pour une société épanouie ». Au parloir, les intervenants se succèdent et chacun y va de ses conseils.
Les expériences du terrain sont partagées et les valeurs cardinales pour réussir sa carrière professionnelle sont mises au centre des discours. C'est un sacerdoce où il faut commencer les premiers pas avec tout le sérieux qu'il faut, avec tous les conseils qu'on doit pouvoir avoir avec les directeurs d'école, les expériences à partager entre maîtres. Et on se donne les conseils. Je pense que c'est le travail, encore le travail. L'éducateur doit être un exemple. Ça doit être des gens humbles, ça doit être des gens responsables, ça doit être des gens intéressés par vraiment leur métier. Les meilleures enseignantes et enseignants ont reçu des récompenses. Les sortants, par la voix de leurs délégués de promotion, demandent au gouvernement d'accélérer leur mandatement et de mettre l'accent sur la sécurité du monde éducatif. Autre point de l'actualité, la Fédération des associations islamiques du Burkina dispose désormais d'une coordination régionale dans les hauts-bassins, composée du bureau régional du Présidium et du secrétariat exécutif de cette fêtière. La coordination va travailler au renforcement de la cohésion du mieux-vivre entre les fidèles musulmans. L'installation de la structure a lieu à Bobo-Dioulasso, en présence de Martin Zerbo et Mireille Carole Tourma. Voici les bureaux du secrétariat exécutif et celui du présidium régional de la Fédération des associations islamiques du Burkina, section Haut-Bassin, présidés respectivement par Amadou Sanogo et Mahama Sanou. Ces leaders religieux répondent désormais des questions islamiques dans l'ouest du Burkina Faso. Aujourd'hui, que l'islam est un peu indexé par rapport au problème de la terrorisme. Peut-être c'est dit un peu par une manque d'organisation au sein des différentes associations. Je pense qu'il sera vraiment souhaitable qu'ensemble des musulmans et particulièrement la coordination régionale travaillent pour qu'il y aura la paix et puis faire valoir toutes les valeurs islamiques. Les membres de ces deux bureaux ont pour mission d'œuvrer à faire du vivre ensemble et de la coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses une réalité. La communauté a beaucoup de défis dans tout le pays et particulièrement à Bobo-Dioulasso. Donc nous pensons que cette équipe qui vient d'être mise en place, qui a été mise en place avec l'accord, avec la participation de l'ensemble des acteurs du travail islamique, nous pensons donc que les uns et les autres vont les soutenir et qu'ensemble ils iront dans une même direction afin qu'on puisse pallier toutes les difficultés, n'est-ce pas, qui sont rencontrées de part et d'autre dans cette région. Pour l'occasion, les représentants d'autres confessions religieuses ont marqué par leur présence la tolérance religieuse existante au Burkina Faso. Et tous espèrent que cette fêtière des musulmans jouera sa partition au renforcement du dialogue et à la cohésion entre les peuples. Et le premier vol pour le Hajj 2018 est prévu pour le 7 août prochain et déjà les voyagistes s'activent pour un bon déroulement du pèlerinage. Une formation est organisée au profit des pèlerins à Ouagadougou. Plus de détails avec Kansoun Koulibaly et Nyarki Teda. Ils sont plus de 6 000 pèlerins de 64 agences à prendre part à cette formation d'avant-pèlerinage. À travers des mimes, des démonstrations et des imitations, ces derniers ont pu apercevoir comment se purifier, l'accomplissement des 7 tours de la Kaaba et la lapidation de Satan à Mina. Toute chose qui leur permettra de faire un bon pèlerinage. C'est déjà une formation de base qui nous permettra de suivre maintenant, une fois arrivé à la Mecque, de faire le bon pèlerinage. Non, on n'a pas peur pour le voyage. Comme c'est pour aller accomplir vraiment les rites là. L'accomplissement de ces étapes du 5e pilier de l'islam nécessite des efforts physiques et de la vigilance, d'où l'appel des organisateurs. C'est vraiment de suivre les instructions des délégués. Les délégués seront là pour accompagner les pèlerins. En dehors de ça maintenant, le séjour, comme on va faire au moins 20 à 30 jours, les uns et les autres maintenant, comme ils savent où se trouve la mosquée, ils peuvent aller prier, revenir. Certains même peuvent faire la Umrah pour leurs parents. Les 64 agences initiatrices de cette formation sont réunies en 3 groupes. 21 vols sont prévus pour le transport de ces pèlerins du 7 au 15 août prochain.
Hors de chez nous, ce dimanche, c'est jour d'élection au Mali. Et pour ce premier tour de l'élection présidentielle malienne, près de 8 millions d'électeurs prennent d'assaut les 23 000 bureaux de vote dans tout le pays et à l'étranger pour élire le prochain président du Mali. L'enjeu de ce scrutin est de taille alors que le pays est toujours en proie à l'insécurité. 8 millions de Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président. C'est la seconde présidentielle depuis le coup d'État de 2012 et la guerre qui s'en est suivie. La communauté internationale, présente avec la force française Barkhane, attend du vainqueur une relance de l'accord de paix de 2015. Si le nouveau président peut vraiment donner plus de chances aux jeunes, et puis de lutter vraiment contre la corruption, je pense que beaucoup de choses iront dans ce pays. Les Maliens doivent choisir entre reconduire Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, ou élire un de ses 23 concurrents. Parmi eux, une seule femme, Djeneba Ndiaye, et surtout Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, qui fait partie des favoris. Nous avons un président qui triche, nous avons un gouvernement qui triche. Il faut que l'opinion publique le sache et en tire les conséquences. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures. Si second tour il aura lieu le 12 août. Et les Maliens résidant au Burkina Faso votent eux aussi depuis ce matin et sur toute l'étendue du territoire burkinabé pour élire leur président. Et ils sont plus de 8 000 Maliens au Burkina qui prennent part au scrutin. Ouagadougou et Boubou Dioulasso comptabilisent 18 bureaux de vote sur la trentaine repartis à travers le pays. Une de nos équipes de reportage s'est rendue dans un des bureaux de vote à Ouagadougou pour un constat. Reportage non Bakouda Omar Zombri. Bureau de vote numéro 1. Nous sommes à l'ambassade du Mali à Ouagadougou. Ici, les électeurs arrivent au compte-gouttes. Après quelques minutes passées à chercher son nom sur la liste électorale, Salia Maïga peut enfin voter. Je suis venu chercher mon nom et puis j'ai trouvé et puis j'ai voté. Je suis très content. Cela fait plus de 40 ans que le vieux Maïga vit au Burkina Faso. Si lui ne compte plus le nombre de fois qu'il a voté, ce n'est pas le cas pour Yaya Traoré. Pour ce dernier, c'est la toute première fois de sa vie qu'il accomplit son devoir citoyen. C'est la première fois. Oui. Oui, je suis content. Oui, je suis content. Ce bureau de vote compte un demi-millier de votants sur les 8 777 au Burkina Faso. Il y a 450 votants ici. Mais présentement, la finance est un peu lent. Mais dans la journée, je crois que ça va continuer. Ça va aller. Présentement, là, il n'y a qu'une vingtaine. Hein. On vient de commencer tout de suite à 8 h du matin. Il y a une trentaine de bureaux de vote ouverts au Burkina Faso. Tous fermeront en principe à 18 h ce soir. Mais en attendant les dépouillements, l'ambassadeur malien souhaite que le processus enclenché s'achève bien. Les Maliens qui sont au Burkina ont encore en mémoire la façon dont les élections présidentielles se sont déroulées ici. Aucun incident, aucune protestation. Donc les Maliens vivant sur le territoire burkinabé ont cela en mémoire. Pour eux, c'est un défi à relever. Et je crois que s'il plaît à Dieu, ce défi sera relevé. Parce que personne, je dis personne, n'a intérêt que le processus ne se déroule pas dans les meilleures conditions. Tous les électeurs interviewés espèrent que le prochain président, qui qu'il soit, travaillera à ramener la paix, la cohésion entre les fils du Mali. Et puis aux États-Unis, Donald Trump déclare l'état d'urgence en Californie. Les secours s'organisent pour mettre en sécurité près de 40 000 personnes évacuées à cause des incendies qui ravagent l'État. Les flammes qui continuent de progresser ont déjà fait 6 morts. Déjà 6 morts dans les incendies en Californie. Les feux continuent de gagner du terrain. En tout, 63 000 hectares sont partis en fumée dans les 14 incendies en cours dans l'État. Le feu le plus impressionnant est celui de Carr, près de la ville de Redding, dans le nord de la Californie. C'est lui qui a causé la mort de 2 pompiers jeudi dernier.
Ça brûle de partout en même temps et même si nous avons de multiples ressources, la façon dont ça brûle, l'intensité en haut comme en bas des collines, ça nous complique la tâche, même si le vent n'est pas fort. Ça brûle comme si nous avions un vent de 100 ou 110 km/h. 10 000 pompiers sont à pied d'œuvre, aidés par 17 hélicoptères. Les secours s'organisent près des écoles et des gymnases. Quelques-unes des 38 000 personnes évacuées font du camping improvisé. Un homme soupçonné d'être pyromane a été arrêté et inculpé. Le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence. Merci de votre attention. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.